À la page 34 du chapitre 11 de mes notes de cours, on résout la situation 4 qui s'intitule Un virage surélevé, qu'on peut lire à la page 257 de Séguin. Donc c'est, d'après moi, dans les plus gros problèmes de physique qu'on peut avoir, les virages surélevés. Donc évidemment, ça fait partie du mouvement circulaire. D'ailleurs, tous les problèmes où ça fait appel, pas ça fait appel, mais où ce qu'on peut voir de la bicyclette, je trouve que c'est des beaux problèmes de physique. D'ailleurs, je trouve que la physique de la bicyclette pourrait faire l'objet d'un super livre de physique en soi. Bon, excusez, je suis parti. Donc, on va arrêter la vidéo, on va faire une lecture de ce super beau problème. Après une première lecture, on s'aperçoit que super beau veut souvent dire super gros aussi en physique. D'ailleurs, le problème tenait, et je répète, tenait sur 3 pages de mes notes de cours. Ne paniquons pas, on va le faire tenir sur une page. Donc, on fait la deuxième lecture. On prend en note nos données connues, recherchées, etc. dans un virage de 50 mètres de rayon. Donc, un mouvement circulaire avec un rayon de 50 mètres. On est sur une piste surélevée. On nous dit que le virage surélevé fait un angle de 20 degrés. On va appeler ça θ, c'est un angle, mais on va l'appeler θc. Je vous remonte dans un instant là, pourquoi que j'ajoute l'indice C. On désire calculer le module maximal de la vitesse à laquelle une voiture peut négocier sans déraper. Donc, on me demande une vitesse maximum. Une vitesse, c'est des mètres par seconde. Vitesse, c'est V. Je vais mettre mon max, montrer que je cherche une valeur maximum, puis ça me donne un indice sur comment partir mon problème là, avec une condition d'inégalité si possible. On disait que la masse de la voiture, c'était 1200 kg et que le coefficient de frottement entre les pneus et la route était de 0,8. Problème de virage incliné, le dessin typique de ça, un peu comme on voit dans le résumé, fait que si vous êtes mal pris, allez voir dans le résumé à l'examen. On dessine notre virage incliné, je l'ai appelé vue de côté, je pense, sur votre copie, mais maintenant je l'appelle vue d'arrière. Donc, c'est ma voiture vue d'en arrière qui est dans le virage incliné. Ça veut dire qu'elle s'éloigne, qu'elle rentre dans l'écran si on veut. L'axe de rotation va être à quelque part ici. Donc, l'axe centripète, le centre, si l'axe de rotation est ici, ça veut dire que l'axe centripète est ici. Là, je pointe vers le centre de mon rayon de courbure de courbe. L'axe des Y, ce n'est pas un plan incliné, donc on ne met pas l'axe Y comme on l'a déjà fait sur les plans inclinés, là, en diagonale comme ça. La voiture se déplace toujours au même niveau horizontal. L'axe des X, il est perçant l'écran aussi. Là. Il s'en va vers le fond de l'écran, il est rentrant dans l'écran. Donc la voiture ne descend pas l'axe des X. L'axe des X n'est pas sur le plan, ce n'est pas un plan incliné. Là, je dis sur le plan incliné. Faut bien comprendre ça. D'ailleurs, des fois, pour s'aider, on pourrait faire la vue de haut. Donc ça, c'est ma voiture vue de haut. Elle s'en va vers l'avant. L'axe des X est en arrière ici. En arrière est en haut ici. Là. Fait que j'ai tourné pour voir de haut. Puis ça, c'est mon rayon de courbure, l'axe le C là, qui pointe vers mon axe Z qui est ici, qui est sortant. Fait que ça, c'était vu de côté. Puis là, maintenant, j'ai mis mon œil puis je regarde d'en haut. Donc, on voit que l'axe X, là, il ne descend pas. Là, la voiture avance dans le plan incliné. OK, on va mettre nos autres variables là-dessus, nos variables là-dessus. Le rayon, je peux l'indiquer sur ma vue de l'arrière. Le rayon est ici. Sur la vue d'en haut, je l'ai montré ici. L'angle, c'est l'angle que fait le virage incliné avec une horizontale. Et c'est l'angle, l'horizontale, c'est mon axe C est sur l'horizontale. Ce qui permet, pour ça que je l'ai appelé θc, c'est l'angle que fait l'axe C avec le plan incliné si on veut. Ma vitesse maximum, c'est dur à montrer dans la vue d'en arrière parce que mon vecteur vitesse est rentrant dans l'écran. Donc, c'est pour ça que je l'ai montré sur la vue d'en haut. Là. Évidemment, la voiture tourne, mais à cet instant-ci, présentement, le vecteur vitesse est comme ça. Plus loin, le vecteur vitesse serait tournant comme ça, mais présentement, il est comme ça. La masse de la voiture, je l'ai écrit à côté de ma voiture sur les deux dessins. Le mu, je l'ai mis à côté des pneus, entre les pneus et les roues. Et présentement, j'ai illustré au moins toutes mes variables là, que je pensais avoir besoin. J'ai du mouvement circulaire, je pourrais montrer l'accélération
centripète déjà là, dirigé vers le centre de courbure. Qu'est-ce que je cherche? Une vitesse, point d'interrogation, avec un max. Condition d'inégalité si possible. En plus, on me parle dans le problème de dérapage. Dérapage, c'est une force de frottement qui vient trop grande. Hein? Parce que c'est quoi qui peut me garder dans le virage, qui peut me faire virer? C'est la force de frottement, justement, qui va créer la rotation, si on veut, là, une contribution de la force de frottement. Donc, ma condition, ça va être pris dans le chapitre sur le frottement, c'est-à-dire qu'il faut que la force de frottement statique soit plus petite ou égale à la force de frottement statique maximum. Ça veut dire que je devrais dessiner mes forces, là, parce que je suis en train de faire un problème de force, même si je résolvais une vitesse, là, je suis en train d'utiliser des outils de force. Et ça veut dire que je vais ajouter FG ici, que je vais ajouter ma force normale, que là, même si j'ai mis l'axe Y par en haut, la force normale est toujours tout de même perpendiculaire au plan, donc ma force normale est ici. Ma force normale va contribuer à faire tourner un peu la voiture, parce qu'elle a une partie que je pourrais décomposer sur l'axe C si on veut. Et j'ai du frottement entre les pneus et les roues. J'ai du frottement pour faire avancer, mais j'ai du frottement pour faire tourner la voiture aussi. Donc la force de frottement, je vais la dessiner comme ça, parallèle à la surface, mais vers l'intérieur, je vais dire que la force de frottement m'aide à faire tourner la voiture. Il peut arriver des fois que la force de frottement serait dans l'autre sens. Si j'augmente le plan incliné, la voiture pourrait avoir tendance, même si c'est pas naturel, à glisser vers le bas de la pente, puis ça se peut que la force de frottement soit rendue vers l'arrière. Je m'en rendrais compte en faisant mon problème, jamais je calcule la valeur de la force de frottement, puis j'arrive à une valeur négative, ça veut dire qu'il faudrait que je l'inverse sur mon dessin. Donc, la force de frottement statique, c'est ma force de frottement que j'ai dessinée ici. Plus petit que, puis on a toujours une formule qui nous dit μs fois force normale là, pour remplacer Fs max. J'ai ajouté là, mon surlignage jaune là, pour montrer que ça, c'est tiré du résumé, des résumés. C'est tiré du chapitre 10. Là. Première formule, puis deuxième formule, mais c'est Fs max est égal à ça. Évidemment, j'ai aucun chiffre là, à part le mu de 0.8, donc il va falloir que je me trouve des formules pour force de frottement et force normale. Bon, la plupart du temps, quand je vous disais, ça va me prendre des valeurs de force de frottement et force normale, jusqu'à maintenant, on faisait des sommes des forces, soit selon X, selon Y, selon C. Dans les faits, c'est ça que je vais faire encore, mais je ne le ferai pas parce que ça me prendrait 2-3 pages. Je vous amène sur les résumés. Dans la partie chapitre 11, évidemment, dans la partie virage surélevé ou virage incliné. Je l'ai mis ici, je l'ai rajouté, là, je pense que vous ne l'avez pas sur votre copie, mais l'outil que je prendrais serait de développer selon la force, selon l'axe central, quelles sont les forces qui contribuent, puis selon Y, je vais faire un équilibre, j'aurais deux équations à deux inconnus avec un paquet d'angles dedans, quelque chose de compliqué qui tient sur 2 pages, la géométrie, puis Tatrigo, en voulez-vous. Mais un coup que j'aurais combiné mes équations, que j'aurais travaillé ça mathématiquement, j'obtiendrais les 2 équations qui sont là. Une équation pour quelle est la valeur de la force normale en fonction des paramètres connus, la masse, l'accélération centripète, l'angle du plan incliné, puis une valeur pour la force de frottement. Donc moi, ce que je vous dis, c'est que je peux utiliser, sont en jaune, je peux utiliser directement ces 2 équations-là. Si vous voulez la démonstration, il faut faire ça en utilisant tous les angles qui sont en haut ici. Okay? Si quelqu'un est intéressé à le faire, il viendra me voir. On va faire une explication d'1 heure juste pour faire la démonstration. Mais un coup que c'est fait, d'ailleurs, je les ai déjà trouvées sur Internet, ces formules-là. C'est des formules de physique reconnues pour les gens qui travaillent dans les virages inclinés. Donc, on va les utiliser directement. Je vais m'assurer qu'à l'épreuve terminale, parce que là, ça implique les autres enseignants, l'épreuve terminale qui ne vous demanderait jamais de faire la partie développement d'un virage incliné. Soyez garantis de ça. Je suis de retour au problème. Donc, pour calculer FF puis FN, je fais appel aux forces dans un virage incliné. J'ai recopié. Là, à partir d'ici, ce que je viens de décacher, ça ne fit plus avec votre page, avec vos feuilles, parce que vous l'avez fait sur 2-3 pages dans votre document. Oubliez tout le reste. Prenez-vous une page, puis à partir de la ligne que je viens de décacher, jusqu'en bas, donc une petite demi-page, on va résoudre notre problème sur une demi-page. Okay? Donc, recopiez ça. Et je suis prêt, parce que ça, c'est toutes des valeurs connues. Non, c'est vrai, le AC n'est pas connu. Mais le AC va justement faire apparaître le V dans une seconde. On va faire AC est égal à V carré sur R. Puis ça va faire apparaître mon inconnu, puis le R, lui, est connu.
Donc, ça m'apparaît prometteur. Donc, je mets toutes ces deux équations-là, les équations 2, dans la 1. Puis, je vais réaliser aussi que les m se simplifient en faisant ça, parce que quand je mets force de frottement, il y a des m dans tous les termes, fois 0.8, l'autre côté, fois Fn, il y a des m partout. Fait que je pourrais tout diviser par m, le m va disparaître. Fait que je ne réécris pas les m. Fait que force de frottement, c'est AC cos θc, moins, j'écris pas le m, moins G sin θc, plus petit ou égal à 0.8 fois m fois AC, j'écris pas le m, fait m fois AC, fait que le 0.8 c'est le mu s, fois AC fois sin θc, plus 0.8 fois le m, je l'écris pas, fois G cos θc. Maintenant, je vais regrouper les AC ensemble, parce que ça se trouve à faire mon regroupement pour faire apparaître mon V. Fait que j'ai AC cos θc qui est ici. Puis ici, j'avais US AC sin θc. Il était positif, il va devenir négatif de l'autre côté. Donc, ça va être moins US AC sin θc, plus petit ou égal. Ce terme-là, lui, je l'envoie de l'autre côté. Il était négatif, devient positif. Fait que ça fait G sin θc plus mu S G cos θc. J'isole le AC. Donc, de ce côté-là, je vais avoir mon G. Puis là, le G, je l'avais dans les deux termes. Fait que je l'ai probablement mis en évidence en avant. Puis j'ai sin θc plus mu S cos θc. Puis ici, il restait cos θc moins mu S sin θc. C'est venu diviser l'autre côté. Et le G multiplie tout ça. Là. Fait qu'il multiplie à la fois ce terme-là, puis ce terme-là. Là. Je pourrais mettre une parenthèse en avant, mais écrit comme ça, il est tout à fait conforme mathématiquement aussi. Mais le G multiplie ce terme-là, puis multiplie ce terme-là pour obtenir le terme que j'avais en haut. Là. Le AC, je peux le remplacer par V carré sur R, chapitre 4. Ça devrait être en jaune pour montrer que je viens de faire appel à un principe de physique. Et voilà. Et je vais isoler le V. Donc le R va monter de ce côté-là. Ça va faire R fois G fois sin fois tout ce qui était divisé. R fois G fois tout ce qui était écrit là. Évidemment, de ce côté-là, il me reste V carré. Je vais prendre la racine. Il va me rester juste V, puis ça me met une racine de ce côté-là. Puis là, j'ai enlevé le plus petit ou égal pour remplacer par un égal, puis ça fait apparaître le Vmax. Parce que si le V doit être obligatoirement plus petit ou égal à ça, ça veut dire que sa valeur maximum, c'est quand il est égal. Donc, j'ai Vmax, ça confirme ce que je cherchais en haut, que je vais obtenir une vitesse maximum dans ce problème-là. Je suis prêt à mettre les chiffres parce que tout est connu, puis j'obtiens ma vitesse maximum, je la convertis en km par heure avec la méthode enseignée dans le cours, et le problème est résolu, et je viens de sauver 2 pages de mes notes de cours.